Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente. Ensuite, je vais vous présenter ce qu'on va faire pendant 2 heures. Je suis donc Julie Lemazier de l'Union syndicale solidaire et je contribue à coordonner avec Julien Rivoire et François Chartier le comité de pilotage de l'Alliance écologique et sociale. Alors, la première plénière de la journée, on l'a intitulée « Transport du quotidien, réduire la distance spatiale et sociale ». Alors, quel était notre objectif avec cette plénière ? Tout simplement, déjà, première entrée, le transport représente 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et donc, développer des transports respectueux de l'environnement, c'est un levier décisif de la reconversion écologique et c'est un des points qu'on va essayer de développer toute la journée. Sauf que, justement, nous, notre intérêt, c'est celui des luttes qui sont à la fois écologiques et sociales. Et il se trouve que la distance spatiale, c'est aussi une distance sociale. C'est-à-dire que pouvoir accéder à des transports peu onéreux, c'est souvent la condition pour trouver un emploi, pour toucher une prestation sociale, pour faire des études. Et donc, dans les territoires ruraux et de même dans les quartiers populaires des grandes agglomérations, c'est une question décisive pour arriver à s'en sortir dans la société d'aujourd'hui. On a donc choisi de parler des transports du quotidien parce que c'est une question qui touche à la fois à celle des services publics, des effets concrets politiques, sociaux, environnementaux de leur destruction. C'est une question qui touche aussi à celle de l'emploi à travers les transports et l'automobile dont on va parler en deuxième partie de cette plénière. C'est une question qui touche évidemment à celle de l'environnement. Et en bout de chaîne, on questionne des réalités pratiques qui favorisent ou qui limitent le vote d'extrême droite. Alors, on va organiser cette plénière en 2 temps. Il y a un premier temps de constat, d'analyse et aussi de mesures concrètes qu'on peut imaginer sur la question de la distance spatiale et sociale en territoire rural. Alors, première chose, on devait accueillir Clara Deville, qui est sociologue à l'INRAE, qui travaille sur la question du vote d'extrême droite en territoire rural. Et donc, elle ne va pas pouvoir venir parce qu'elle est malade. Et donc, je suis chargée de l'excuser. Je vais simplement vous dire 2 mots, évidemment pas faire la présentation à sa place, mais vous dire 2 mots de quelques pistes qu'elle aurait pu donner en introduction. Ensuite, on écoutera Daphné Chamard-Terlinck, qui est ici, qui est co-autrice d'un rapport intitulé « Territoires ruraux en panne de mobilité », qui a été réalisé par un groupe de travail interassociatif. Donc, je te laisserai présenter la méthode de travail que vous avez utilisée, qui comporte aussi donc, des propositions de mesures pour favoriser la mobilité en territoire rural. On va traiter de ça pendant la première heure, avec à peu près une demi-heure d'intervention, puis des échanges avec la salle. Et ensuite, dans un second temps, on vous présentera le travail que mènent ensemble Greenpeace, le réseau Action Climat et la CGT Métallurgie sur la question en fait, de la petite voiture électrique avec Pierre Leflèvre, qui est responsable transport au réseau Action Climat, et Jean-Philippe Juin de la CGT Métallurgie qui arrive de façon imminente. Voilà, ça nous occupera pendant la 2e heure. Et François Chartier de Greenpeace, qui est ici, animera la 2e partie de cette table ronde. Alors, pour ce qui est des travaux de Clara Deville, que vous pouvez retrouver par ailleurs, il y avait eu un article dans le Monde diplomatique cet été où on a passé beaucoup de temps à réfléchir et à lire sur ce qui nous était arrivé en fait pendant ce mois de juin et ce mois de juillet particulier qu'on a vécu. Il y a un article dans le Monde diplomatique de Clara Deville et de Benoît Coquart, qui est un autre sociologue de l'INRAE, qui font des enquêtes de terrain en fait, qui portent directement sur la question de la destruction des services publics et de la dématérialisation aussi des services publics et de leurs effets sur la montée de l'extrême droite en territoire rural. Alors, juste en 2 mots, en fait, le constat de ces chercheurs, il n'est pas de dire que, ce qui est beaucoup repris dans les médias, c'est qu'il y aurait une coupure entre ville et campagne, en fait, au niveau du vote. En réalité, y a pas le vote Rassemblement national aujourd'hui, c'est pas un vote territorial.
c'est en fait un vote qui reflète des rapports de domination de classe qui se traduire notamment par des rapports de domination territoriaux. Voilà. Puisque, en fait, on ne va pas se voiler la face, le vote RN, aujourd'hui, il est en partie un vote de classe. Il n'est pas seulement un vote de classe, dans le sens où c'est une alliance un peu difficile à admettre pour nous entre une partie, évidemment une partie seulement, mais une partie des classes populaires et la bourgeoisie économique et la bourgeoisie réactionnaire, on va dire. Mais c'est aussi un vote de classe, enfin, ça traduit aussi un clivage de classe qui évidemment n'est pas celui que nous on tente de construire dans nos organisations, qui est celui du salariat contre la bourgeoisie, des alliances entre les paysans, les ouvriers, les classes moyennes contre ceux qui possèdent le capital, ceux qui font du profit. La conscience de classe des électeurs du Rassemblement national, elle s'oppose en fait à deux adversaires, qui sont les puissants, les élites d'une part, mais d'autre part, les classes populaires qui sont en dessous d'eux et qui leur permettent de se construire comme étant plus respectables et mieux intégrés que d'autres. C'est-à-dire, il y a deux ennemis. Il y a, entre guillemets, les bourgeois, mais il y a aussi les assistés, en fait, et ou des rapports de racialisation, enfin voilà, d'autres rapports de domination qui vont se construire, qui font que forcément les alliances en fait qui pouvaient servir le mouvement social entre différentes formes de classes populaires, entre les classes populaires et la classe moyenne intellectuelle, ne se font plus. Et au contraire, il y a d'autres alliances qui se ferment et qui se forment et qui sont en fait à notre détriment. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que quand il y a des services publics qui ferment, en fait, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui partent des territoires ruraux, qui étaient les agents des services publics, qui pouvaient construire les luttes avec les ouvriers, les employés dans les territoires ruraux. Donc en fait, il n'y a plus d'alliances qui se forment justement avec les agents des services publics. Par ailleurs, les services publics se retrouvent éloignés, donc il y a des problèmes d'accès, des problèmes de précarisation que va vous développer Daphné. Et le débouché de ces problèmes, de ces insatisfactions, il n'est plus dans la construction de lutte ou dans une politisation à gauche, il est dans ce qui est proposé par les seules élites qui sont restées en territoire rural, c'est-à-dire des élites de droite. Voilà à peu près ce que développe Clara. Et donc, je vais tout de suite laisser la parole à Daphné qui va nous expliquer ce qu'elle a développé de son côté. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, je suis Daphné Jamard, je suis responsable du département Transition écologique juste au Secours catholique. Alors peut-être un petit mot avant de commencer, parce que vous attendiez peut-être pas à avoir le Secours catholique ici. On est une association loi 1901 qui lutte contre toutes les cause de la pauvreté et on accompagne environ 1 million de personnes par an, revenus très faibles. Le budget moyen, c'est 555 € par mois et on a à peu près 60 000 bénévoles. Je vous dis ça parce que voilà, le Secours catholique, on n'est pas forcément attendu sur ce sujet des transports et de la mobilité. Et pourtant, en fait, c'est une thématique qui est omniprésente dans nos accueils, dans nos activités. Et nos bénévoles, qui sont plutôt des bénévoles dits généralistes, ils se retrouvent confrontés au quotidien à ces problématiques de mobilité des personnes. Pourquoi ? Parce que, en fait, la mobilité, c'est un vrai frein à la sortie de la précarité. Ça paraît assez évident quand on vous dit, mais en fait, sans voiture, dans les territoires ruraux, pour trouver un emploi, c'est un peu compliqué parce que l'une des premières choses que vous dit un travailleur social, c'est « est-ce que vous avez le permis ? Est-ce que vous avez une voiture ?» On a une demande auprès des personnes en précarité d'être hyper mobiles dès lors que vous recherchez un emploi. Si vous voulez faire des missions d'intérim, il faut être mobilisable tout de suite, maintenant, dès demain, que ce soit à 5 km ou à 25 km. Et donc, si vous n'avez pas de voiture, bien souvent, vous ne pouvez pas accéder à l'emploi. Je vous parle de l'emploi, mais c'est aussi la même chose pour la question de la santé et de l'accès aux droits. Les dispositifs France Travail s'éloignent de plus en plus, je reviendrai dessus. Mais donc, finalement, nous, association de solidarité, je pourrais dire exactement pour la même chose pour la Croix-Rouge ou Emmaüs, en fait, on se retrouve à être confrontés à ces sujets de transport et de mobilité. Et donc, on va mettre en place des actions qui vont être un peu pansements. Mais plus globalement, nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille vraiment cette question de la mobilité pour tous, pour travailler plutôt sur des réponses long terme pour permettre aux personnes de sortir de la précarité. Et donc, il y a tout un tas d'actions qui sont mises en place. Je ne vais pas toutes les citer, mais
voilà, pour bien comprendre comment des bénévoles peuvent agir, mais du coup de manière assez temporaire et un peu pansement. Ça va être du transport solidaire, il y a des garages solidaires, il y a des ateliers vélos, des microcrédits ou encore ce qu'on appelle la mobilité inversée, c'est-à-dire des bénévoles des petits camions, des camionnettes qui vont dans les territoires ruraux apporter des services, des épiceries, concrètement des épiceries itinérantes par exemple, où on a vu se développer nous ce qu'on appelle les fraternibus, qui sont en fait des bénévoles qui vont dans les territoires où il n'y a plus rien pour permettre aux personnes de faire leurs démarches administratives. Parce que dans les territoires ruraux, si vous n'avez plus de services de proximité, comme Julie l'a dit, et en plus si vous n'avez pas Internet, et ce qui est souvent le cas, hein, quand il y a une vraie fracture numérique dans les territoires ruraux, bah, finalement c'est double peine pour accéder à l'ensemble de vos droits. Et les problématiques de mobilité, c'est vraiment une problématique d'envergure, puisqu'il y a un baromètre qui est réalisé par WeMove notamment, qui nous dit qu'il y a 15 millions de personnes qui sont en précarité mobilité. Alors 15 millions de personnes en précarité mobilité, ça revêt différentes dimensions. Ça peut être des personnes qui ont zéro solution de mobilité, c'est quand même le cas pour 4 millions de personnes. Donc ça veut dire ni vélo, ni bus, ni voiture. Ou c'est des personnes qui ont déjà un budget très faible et qui renoncent à se déplacer parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour mettre du carburant dans la voiture. Au Secours catholique, on n'est pas des experts du quantitatif, des analyses quantitatives, mais plutôt du qualitatif. On parle beaucoup de la parole des personnes et c'est l'objet aussi de notre rapport. J'ai souvenir d'une personne qui disait bah, en fait, moi, je vais mettre 20 € par semaine de carburant dans ma voiture et je verrai bien où ça me mène. Donc en fait là on a beaucoup parlé d'emploi parce qu'on lit beaucoup la question de l'emploi et de la mobilité et c'est vrai, c'est crucial, mais en fait on a le droit aussi d'avoir des loisirs, on a le droit aussi de vouloir emmener ses enfants faire un tour en forêt ou autre, mais ça en fait ça fait même pas partie du schéma de pensée des personnes qui ont un budget extrêmement contraint et qui sont dépendantes de la voiture. Un autre chiffre que je trouve aussi très flagrant et qui pour le coup là est en lien avec l'emploi, c'est qu'on a un tiers des jeunes qui ont déjà refusé un emploi, une formation, faute de pouvoir s'y rendre. Donc nous, notre objectif, il est vraiment de pouvoir défendre un accès de tous à la mobilité, tout en respectant les limites de la planète. D'une part, parce qu'il y a une urgence climatique, on l'a rappelé, les transports, c'est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi parce qu'il faut se le rappeler, les plus vulnérables sont les plus impactés, seront les plus impactés par les conséquences du changement climatique. Et donc, si en fait on vise à lutter contre la précarité en travaillant sur les transports, eh ben, en fait, il faut lutter pour des transports durables, parce qu'en fait, on sait que les changements climatiques vont aussi générer de la précarité. Donc pour nous, c'est bien les deux bouts qu'il faut prendre. Voilà, si on reprend la théorie du donut appliquée à la mobilité, c'est de permettre à tous d'accéder à ses droits, à ses besoins, tout en respectant les limites de la planète. Et le Secours catholique, on est particulièrement implanté dans les territoires ruraux. On a 3500 équipes locales. Et je trouve qu'il y a une phrase qui résume bien la situation, qui nous a été remontée par une équipe qui nous disait « mais dans les territoires ruraux, tout le monde est concerné par des problématiques de mobilité. Mais quand tu es pauvre, c'est pire. » Et c'est vraiment là le sujet. Et c'est pour ça que nous, on a voulu objectiver et surtout porter une voix commune autour de ces thématiques, d'où ce rapport territoires ruraux en panne de mobilité. Alors, pardon, c'était une introduction un peu longue, mais vous voyez, en fait, déjà, ça lance les nœuds du rapport. Alors, un mot justement, effectivement, sur la méthodologie et l'ambition. Je vous l'ai dit, on n'est pas des spécialistes des analyses très quantitatives. Par contre, nous, on travaille sur la parole des personnes. Donc, on a interrogé énormément de personnes qu'on accueille. On a fait pas mal d'entretiens avec des experts et des élus, une revue littéraire. Et surtout, en fait, on a voulu monter un collectif. Alors, il est informel, donc je ne sais pas si j'ai le droit de dire monter un collectif, mais en tout cas un groupe de travail où on a voulu mettre autour de la table les acteurs plutôt de la sphère écolo, pour le dire un peu simplement, donc le réseau Action Climat, FNH, FNE, la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, les associations plutôt de solidarité, Emmaüs, Croix-Rouge, et aussi les associations qui travaillent, qui connaissent, qui ont l'expertise des territoires ruraux, avec CMR, MRJC. On a aussi pas mal travaillé avec Famille Rurale. En tout cas, voilà, on s'est dit, il faut qu'on arrive à porter une voix commune de ces acteurs associatifs en se disant, c'est quoi les possibilités, c'est quoi le futur de la mobilité sur ces territoires.
Alors, quel constat? Alors, vous allez voir, il y a des choses qui vont paraître assez évidentes, mais en fait, ça fait du bien parfois de se les rappeler. Clairement, on a un éloignement des services et de l'emploi. Ça, on peut l'objectiver par quelques chiffres. On sait que les distances dans les territoires ruraux sont de plus en plus longues. Des habitants des territoires ruraux parcourent 33% de distance de plus en kilomètres que les personnes habitant dans les territoires urbains. C'est aussi, donc 33%, c'est beaucoup. À ajouter cela, qu'on a peu d'alternatives à la voiture et de plus en plus de difficultés aussi à aller chercher du carburant parce qu'on a aussi un éloignement. En fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de distance à parcourir, mais aussi de plus en plus de difficultés à accéder à une station-service. En termes de services plus globaux, aujourd'hui, on a 62% des communes qui n'ont plus aucun commerce de proximité en France. C'était 25% dans les années 80. Donc vous imaginez bien plus de 60% où en fait on n'a rien. Et donc forcément, il faut aller dans le village d'à côté. Et le village d'à côté, il n'est pas toujours à 1 ou 2 kilomètres, mais parfois il faut bien souvent traverser une départementale, voire une nationale pour y aller. Donc clairement, il y a une dépendance flagrante à la voiture. Et dans les territoires ruraux, ne pas avoir de voiture, c'est un vrai facteur d'exclusion. D'une part, pour les personnes qui n'ont pas de voiture, c'est le cas de 10% des personnes, donc elles sont assignées à domicile. Il y a une femme qui nous disait « si on ne vient pas me chercher, en voiture, je ne peux rien faire ». Vous voyez cette double dépendance? On a la dépendance à la voiture, mais on a aussi la dépendance à l'autre. C'est-à-dire que là, les personnes, elles nous disent « mais en fait, si je ne connais pas quelqu'un, si je ne demande pas à un voisin, si je ne demande pas à quelqu'un de ma famille, je ne peux pas me déplacer ». Et ça, c'est aussi problématique parce que c'est jamais très agréable d'être dépendant de quelqu'un. Et surtout, on a toujours l'impression un peu de déranger. Donc, on restreint finalement ces déplacements. Pour ceux qui ont la chance, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas pour ceux qui ont une voiture dans les territoires, on voit bien qu'ils sont piégés par le prix du carburant. Pour rappel, en 5 ans, entre 2017 et 2023, le carburant a augmenté de 46%. Et aujourd'hui, pour les personnes en précarité, le budget transport, c'est 21% du budget. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, mais en fait, 21%, c'est énorme pour ces personnes qui comptent les euros dès le début du mois. Donc les conséquences, c'est des renoncements à la mobilité, c'est un enfermement dans la précarité parce que sans solution de mobilité, on a du mal à passer le cap de trouver un emploi ou en tout cas d'accéder globalement à ses droits. Et comme Julie l'a souligné, troisième constat, c'est qu'aujourd'hui, les territoires ruraux, ils se paupérisent, d'une part parce qu'ils sont touchés par des industries qui s'en vont et une tertiarisation des services, de l'emploi, et donc qui est plutôt là porté dans les territoires plus urbains. Et donc, on a des emplois qui sont globalement... Alors, je vous dresse territoires ruraux, c'est global, bien sûr, il y a des diversités selon les territoires, mais en tout cas, on a des emplois qui sont souvent moins qualifiés, moins rémunérateurs, moins sécurisants, et une population qui est plus âgée. Et donc, avec une population qui décline, avec des services qui se raréfient, finalement, c'est le territoire tout entier qui s'appauvrit. Donc, on est vraiment dans ce cercle vicieux. Et puis peut-être un dernier chiffre, il n'est pas là, ce chiffre-là, je vous le donne, ce n'est pas du tout pour stigmatiser ou pour pointer du doigt, mais bien pour montrer l'ampleur du sujet. C'est qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent dans les territoires ruraux, ça représente 1/3 des personnes en France. Et les déplacements de ces personnes-là, c'est 48% des émissions de gaz à effet de serre dans les déplacements du quotidien. Donc vous voyez là l'enjeu aussi. On sait bien que il y a une absence d'alternative. Donc, encore une fois, quand je dis ça, ce n'est pas du tout pour pointer du doigt des mauvais pollueurs, mais bien pour se dire, aujourd'hui, on est dans cette impasse qu'il faut dépasser. Et donc, finalement, pour les habitants les plus modestes, la voiture qui était associée à une promesse de liberté, elle se referme plutôt comme un piège et ça devient un facteur de pauvreté. Donc cette spirale, elle n'est pas le fruit du hasard, vous vous en doutez bien, mais c'est vraiment lié à des choix d'aménagement. Donc quand je dis ça, vous allez me dire, bah oui, bien évidemment, mais il est important de se rappeler, parce que les choix d'aménagement ont vraiment favorisé l'hégémonie de la voiture dans ces territoires. On a eu un investissement massif dans le routier depuis la Seconde Guerre mondiale, au détriment des autres infrastructures. Alors je vous donne un chiffre, c'est une comparaison qui vaut ce qui vaut, parce que on sait bien que les époques sont différentes, les conditions de mobilité sont différentes, mais dans les années 50, le transport ferroviaire, ça représentait 60% des transports voyageurs. Aujourd'hui, en 2016, c'était 9,2%.
Bon, encore une fois, on n'est plus du tout à la même époque, mais vous voyez bien l'enjeu. Pour ceux d'entre nous qui avons un peu vécu dans les territoires ruraux ou qui avons aussi un peu d'années, qui sont un peu plus âgés, souvent l'exemple qu'on nous donne aussi, c'était dans les années 70-80, le vélo, la mobilette, c'était monnaie courante dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, vous prenez ces modes de transport-là, on vous dit que vous êtes complètement fou parce que l'enjeu de sécurité routière est énorme. Donc on est bien face en fait à des décisions qui ont été prises, qu'on pensait à l'époque, j'imagine bien en tout cas pertinentes, mais qui aujourd'hui ont des conséquences très fortes, qui fait qu'on n'arrive pas à imaginer un autre modèle. Un autre constat qu'on pose dans notre rapport, c'est qu'aujourd'hui il y a une multitude d'acteurs. Vous avez le département qui a la compétence sociale, vous avez la région qui est chef de file de la mobilité, parfois la communauté de communes, elle a la compétence mobilité, on a la commune, les maires, c'est quand même l'élu de proximité. Aujourd'hui, par exemple, les maires n'ont plus de la mairie, la commune n'a pas la compétence mobilité, c'est la communauté de communes. Et donc, dans certains territoires, ça crée des vrais enjeux. Et donc, on a tous ces acteurs qui sont là, mais qui ne se coordonnent pas forcément, qui ont des compétences un peu floues et surtout pas forcément adaptées. Je vous donne un exemple. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de la loi d'orientation des mobilités, la fameuse LOM, en 2019, qui a dit qu'il faut arrêter avec les zones blanches de la mobilité parce qu'on avait plus de 80% du territoire où on n'avait aucun acteur qui avait la compétence mobilité. Donc c'était un peu débrouillez-vous, donc c'était le maire, s'il avait envie, il pouvait faire quelque chose, encore faut-il qu'il ait les moyens. Et donc la LOM a dit, on va mettre fin aux zones blanches de la mobilité et on va demander aux communautés de communes de prendre la compétence mobilité, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place des solutions de mobilité si elle le veut sur son territoire. Et si la Comcom refuse de prendre la compétence, alors c'est la région qui l'a. Donc concrètement, théoriquement, ça veut dire que partout sur les territoires, on doit avoir un interlocuteur, une collectivité qui porte le sujet de la mobilité. Mais vous imaginez bien, vu la taille des régions à certains endroits, que si la toute petite communauté de communes d'un regroupement de villages où il y a 3-4 000 personnes, la région Nouvelle-Aquitaine, elle va pas se dire tiens si je développe Nouvelle-Aquitaine, voilà parce que c'est un grand territoire, hein, j'ai rien contre. Elle va pas développer, elle va pas se dire tiens il faut un transport à la demande, par exemple pour ces habitants-là. Donc certes, on a théoriquement un acteur, mais dans les faits, pas forcément grand-chose qui se passe. Et je voulais aussi vous donner un exemple un peu concret, comme du coup j'ai un peu plus de temps, qui me semble très parlant sur la problématique de la multitude d'acteurs et de la difficulté de coordination. Donc là, je vous emmène en Saône-et-Loire, voilà, donc on va de l'autre côté, plus exactement dans la communauté de communes du Clunésois, donc à Cluny pour ceux qui connaissent. C'est une Comcom qui a pris la compétence mobilité et qui a bien identifié ces problématiques de mobilité et qui veut aussi, qui a des ambitions assez fortes en termes de réduction d'impact environnemental. Mais comme vous et moi, nous, les frontières administratives, pour se déplacer, ça ne nous parle pas trop. Et donc, souvent, dans les territoires ruraux, on a des communautés de communes qui sont très étendues. Et donc, selon là où on habite, on ne va pas forcément dans la commune qui porte la communauté de communes. Concrètement, si j'habite à 25 km de Cluny, je ne vais pas aller au marché à Cluny, mais par contre, je vais plutôt aller au marché, au bourg d'à côté, qui va plutôt se trouver à 5-10 km. Et là, la problématique qui s'est posée, c'est que la communauté de communes, elle n'a pas pu mettre en place de navettes pour permettre aux personnes d'aller au marché dans cette dite commune, parce qu'elle n'a pas la compétence sur ce territoire-là, et que l'autre communauté de communes n'a pas pris la compétence mobilité. Alors vous allez dire c'est un peu du charabia tout ça, mais du coup concrètement ça veut dire qu'on avait des individus qui disaient mais quelle solution vous nous proposez pour accéder au marché, ça pose aussi la question de l'accès à des produits du circuit court, etc. Et la communauté de communes disait non je peux rien faire, c'est pas sur mon territoire. Donc aujourd'hui, il y a une solution qui a été trouvée, c'est que la communauté de communes met à disposition un véhicule à des bénévoles du Secours catholique et on a des bénévoles qui aujourd'hui conduisent ce petit bus, cette navette, pour amener les personnes au marché. Donc c'est plutôt vertueux, on va dire. En tout cas, il y a une forme de solidarité là qui s'exprime. Mais on voit bien que c'est quand même un peu pansement et qu'on n'arrivera pas à développer ça sur l'ensemble des territoires. Donc cet enjeu de coordination, elle est vraiment majeure. Elle est parfois c'est un peu théorique, mais en fait, dans les faits, c'est des vrais freins à l'action. Autre constat, bien sûr, c'est la question de l'imaginaire de la voiture. Il faut pas l'oublier. On est alors certains sont très attachés à la bagnole, c'est ça.
En tout cas, il y a une culture des élus et des techniciens et des individus autour de la voiture. Et ça, quand je dis ça, c'est pas négatif parce qu'il faut aussi se dire que longtemps, la voiture, ça a été synonyme de désenclavement et de modernisation des territoires. Et donc, pour beaucoup d'élus, en fait, le développement d'infrastructures routières, ça fait partie du désenclavement du territoire. Et ça, bah voilà, il faut pas non plus le négliger, mais ça pose question quand on vient en fait proposer des alternatives à des élus qui se disent, mais en fait, c'est pas le sujet. Parce que dans leur radar, ils n'ont pas les personnes en précarité parce que ces gens-là sont souvent invisibilisés, ils ne participent pas aux enquêtes publiques, ils ne répondent pas aux questionnaires, on ne les voit pas trop, ils sont assignés à domicile et on ne les trouve pas dans les entreprises. Et donc, on se dit, finalement, ce n'est pas un problème. Sauf que si, parce qu'on a au moins 10% des personnes qui ne peuvent pas du tout se déplacer. Et puis enfin, je vais poser le sujet qui est un peu un sujet du moment. C'est que même si on a des élus qui veulent bien faire, même si on a fait évoluer la culture dans les territoires, en fait, il faut de l'argent. Et aujourd'hui, dans les territoires ruraux, il n'existe pas de système de financement de la mobilité. Dans les territoires urbains, en fait, vous avez ce qu'on appelle le versement mobilité. Alors, ça ne répond pas à tout, mais en tout cas, c'est une réponse. Ça permet d'apporter des financements. Dans les territoires ruraux, c'est très peu développé. Donc concrètement, si une Comcom veut développer des infrastructures un peu structurantes, aujourd'hui, les seules réponses qu'on va lui apporter, c'est des appels à projets, c'est des appels à manifestation d'intérêt, mais qui sont du coup sur des durées très limitées, 3 ans, 5 ans. Et donc, souvent, déjà, il nous faut 2-3 ans pour faire en sorte que ça bouge sur les territoires. Et puis, vous avez à peine commencé l'expérimentation que déjà, vous n'avez plus l'argent. Et donc, c'est difficile d'investir dans des infrastructures qui vont coûter en termes de fonctionnement si vous n'avez pas de financement garanti. Voilà, donc tout ça, c'est un peu tout noir, ce que je suis en train de vous dire. Mais quand on a travaillé sur le rapport, on a vu aussi qu'il y avait des solutions qui s'imaginaient, que les territoires regorgent aussi d'initiatives. Les territoires ruraux ne sont pas morts, il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées. Mais bien souvent, les solutions qui existent, elles sont un peu fragiles du fait des financements. Elles sont souvent pansements, c'est ce qu'on appelle, c'est qu'on va répondre sur du court terme, un peu moins sur du long terme. Et elles sont souvent très mal connues parce que, encore une fois, c'est pas partie de la culture, il y a très peu de communication. Donc les gens découvrent, ah bon, il y avait un bus, ah, il y a un transport à la demande, comment ça fonctionne, je ne sais pas. Et bien souvent, c'est anecdotique. Alors concrètement, on fait quoi une fois qu'on a dit ça ? Eh bien, nous, en tout cas, le groupe de travail, on s'est dit qu'il fallait vraiment changer de paradigme et se dire non, la voiture, c'est pas une fatalité dans les territoires ruraux. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, il faut aussi reconnaître qu'il y a une vraie responsabilité politique parce que ça ne va pas advenir naturellement. Et donc, voilà, le rapport, il porte vraiment à se dire il faut prendre cette responsabilité politique pour, d'une part, soutenir le retour des services de proximité parce que ça, c'est un vrai enjeu. On n'est pas tous voués à tout le temps se déplacer toujours plus et toujours plus loin. Mais c'est aussi de développer donc, des alternatives pour sortir de cette dépendance à la voiture, pour vraiment garantir un droit à la mobilité durable pour tous et toutes. J'insiste sur le mot droit parce que dans la loi d'orientation des mobilités, toujours la même, le premier article nous rappelle qu'il y a un droit à la mobilité. Aujourd'hui, il n'existe pas dans beaucoup de territoires et particulièrement dans les territoires ruraux. Et donc, pour conclure, on a pensé, on s'est dit qu'il y avait 4 leviers qu'il fallait vraiment décliner pour changer le paradigme. D'une part, il semble qu'il faut qu'il y ait une vraie planification sur les territoires. Aujourd'hui, même si on a des solutions, c'est très anecdotique. Et donc, on a besoin que les acteurs se mettent autour de la table et qu'ils prennent le temps de travailler sur un document de planification. Alors, l'idée, ce n'est pas juste de le mettre dans un placard, mais c'est de pouvoir assurer un socle minimal de services, parce que l'enjeu, encore une fois, c'est de permettre aux gens d'accéder à quelque chose. On se déplace rarement pour le plaisir. Et un service minimal d'infrastructure. Ce qu'on porte aussi, c'est de permettre aux collectivités de prendre cette compétence mobilité, parce qu'aujourd'hui, sur les 53% qui ont pris la compétence, sur le reste, en fait, il y a beaucoup de Comcom qui se disent mince, en fait, on l'a pas pris et du coup, on peut rien faire. Et donc, il y a un enjeu aussi à permettre aux acteurs locaux de vraiment se saisir de la question et pas simplement être dans en attente que la région fasse quelque chose. De la planification avec une vraie offre de mobilité sur les territoires. Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment qu'il y ait un squelette, c'est-à-dire qu'on ait des infrastructures structurantes, qui peut être le train. Alors, on a aussi la mode en ce moment des cars express, mais en tout cas, voilà, des petites lignes, un retour vraiment de services un peu structurants, qui va être complété par des solutions plus agiles sur
les derniers kilomètres. En tout cas, on sait bien qu'il n'y aura pas des trains ou des bus à haut niveau de service dans tous les petits villages, mais la question, c'est comment on a dans les bourgs des infrastructures qui sont structurantes et des solutions comme le transport à la demande, comme le développement du vélo pour permettre d'accéder à ces infrastructures structurantes. Et vraiment se dire, en fait, voilà, on a ce squelette et puis toutes ces ramifications pour bien penser jusqu'au dernier kilomètre. Il y a bien sûr aussi l'enjeu, mais bon, voilà, il y a plein de sujets, hein, mais de la billetterie unique. Je ne sais pas si vous vivez dans les territoires ruraux, mais quand vous faites l'effort, parce que c'est souvent le point qui est dit, d'essayer de prendre les alternatives à la voiture, il vous faut 3-4 cartes de transport entre la région, entre la carte TER, etc. Mais bon, ça, c'est un sujet beaucoup plus vaste. Accompagner le changement de culture, ça, c'est majeur, je vous l'ai dit. Tant pour les acteurs locaux, mais aussi pour les individus. Il ne faut pas négliger la difficulté que c'est que de changer de mode de transport quand on a été habitué à la voiture, quand on nous a dit que la voiture, ça a toujours été le seul et unique mode de transport. Mettre quelqu'un dans les transports en commun, prendre le vélo, ça s'apprend. C'est ce qu'on appelle le savoir bouger. Et tout ça, aujourd'hui, on a des conseillers en mobilité, on a des plateformes de mobilité qui permettent aux personnes d'accéder à ça. Et ça, je le dis d'un point de vue aussi du Secours catholique, où on accompagne les personnes en précarité, où on voit bien qu'il y a un taux de non-recours énorme aux aides globales, mais aussi à la mobilité, et une méconnaissance des services, et donc une vraie difficulté à aller les mobiliser. Et donc pour ça, il faut être accompagné, que ce soit les aides financières, mais aussi l'ensemble des dispositifs qui peuvent exister pour accompagner ces ménages. Et comment ne pas finir, bien sûr, sur la question du financement. Je pense que si on ne l'a pas dit au moins 3-4 fois dans chaque conférence ces dernières semaines, on a loupé. Mais encore une fois, voilà, on sait bien que si on n'a pas une vraie volonté politique et si on n'a pas un vrai plan de financement pluriannuel, voire décennal sur ces sujets-là, on restera toujours dans du rafistolage et dans des solutions un peu anecdotiques. Peut-être pour vous donner un chiffre, le Sénat, donc le Sénat a dit qu'il fallait 700 millions d'euros par an sur les transports du quotidien à minima. Et donc pour nous, en fait, il faut déjà partir de cette base-là. Et il existe différentes solutions pour financer. L'argent, on peut le trouver. Il y a dans le rapport, vous verrez différentes pistes qu'on a évoquées, mais il y a la TICPE, la question du versement mobilité. En tout cas, aujourd'hui, si on ne se dit pas collectivement et politiquement qu'il faut trouver une solution dans ces territoires ruraux-là, en fait, on va se retrouver avec des personnes qui sont de plus en plus pauvres et qui sont de plus en plus dépendants de la voiture, ce qui est extrêmement néfaste pour la planète et pour le portefeuille des personnes. Je vais juste faire une petite transition avec la suite de la table ronde. Toutes ces questions en fait du millefeuille administratif et de ses conséquences, en fait, c'est important aussi de les penser avec les syndicats de travailleurs, puisque par exemple, ce que font les régions, c'est pas seulement de pas bien planifier le système de cars, c'est aussi de donner les marchés à plein de boîtes qui se refilent et à chaque fois ça redécoupe le réseau. C'est une problématique pour les usagers, mais c'est évidemment aussi une problématique pour les salariés qui à chaque fois perdent leur ancienneté, leurs acquis sociaux, etc. et qui éventuellement vont du coup se détourner de ce secteur-là avec une difficulté à recruter et donc créer des problèmes pour les mobilités. Donc, pour la deuxième table ronde, je passe la parole à François qui va introduire et ensuite aux intervenants. Merci. Oui, pour cette deuxième partie de cette table ronde, on voudrait plus particulièrement parler cette fois de l'automobile. Ce qu'on voudrait faire, c'est vous présenter une initiative qui est celle du Forum sur l'avenir de l'automobile, qui était à la base une initiative ponctuelle. Et puis finalement, 2 ans après, on continue à travailler ensemble et à avoir envie de pérenniser cette démarche. Alors, ce n'est pas une campagne de l'AES, c'est à l'origine, c'est une initiative de la Fédération des travailleurs de la métallurgie de la CGT. C'est vous qui êtes venu nous voir et qui avez proposé qu'on essaie de voir déjà, d'ouvrir le dialogue sur l'avenir de l'automobile dans le contexte de l'électrification et de voir si on pouvait porter des choses en commun. Alors, on ne prétend pas avoir des réponses et apporter ensemble sur tous les sujets liés à la transformation de l'automobile et à la situation de ce secteur industriel aujourd'hui et encore moins à l'ensemble des sujets des transports. Mais on a une revendication commune qu'on porte maintenant depuis 2 ans et donc c'est l'idée d'avoir la production
au niveau local d'un petit véhicule électrique et donc bon marché. Alors, en deux mots, ça contribue pour nous à répondre aux enjeux de l'électrification et donc de la décarbonation et de la participation à la lutte contre le changement climatique. Évidemment, ça participe aussi à une réponse aux enjeux sociaux dans une situation où le secteur de la fabrique, des constructeurs auto, mais aussi, tu en parleras plus largement, de tout l'écosystème autour, des sous-traitants. On voit qu'il y a une casse sociale dramatique qui n'a pas commencé avec le sujet de l'électrification et de ces transformations-là, mais avec une situation aujourd'hui comme on l'a vu avec toutes les fermetures de sites, etc., qui ne fait que s'aggraver. Donc, comment apporter aussi une réponse à cette question sociale, mais aussi aux enjeux de société, puisqu'on l'a vu et ça a été dit, déjà, il y a des millions de personnes qui ne peuvent pas se passer de l'automobile, qui ne pourront pas se passer d'automobile à court terme et peut-être aussi ne pourront pas du tout se passer d'automobile. Comment répondre à ça et comment répondre à une injonction contradictoire qui est d'un côté le fait que on parle de sortir de l'automobile, mais quelle réponse à ceux et celles qui ne le peuvent pas? On parle d'aller vers le véhicule électrique qui pour nous est une nécessité, mais comment le faire pour des gens qui, dans la précarité, ne peuvent pas s'acheter une voiture électrique à 40, 50, 60 000 euros? Ça n'a juste aucun sens. Et on se retrouve du coup avec une partie de la population qui est prise, notamment les populations précarisées, dans une sorte d'injonction contradictoire un peu insoluble. Et on voit bien que ça a été clairement utilisé ces derniers mois par l'extrême droite. C'était un peu le chiffre rouge et l'étendard de cette écologie punitive. Et donc voilà, comment aussi on participe à répondre à ces enjeux de société par cette porte d'entrée qui est cette initiative qu'on porte ensemble. Voilà. Et je te laisse la parole. Déjà, je suis très content d'être là, d'être avec vous. En effet, je travaille au réseau Action Climat. Donc, il y a un réseau de 27 organisations nationales qui travaillent sur les enjeux environnementaux, mais pas que. Donc, parmi nos membres, il y a Greenpeace, évidemment, le WWF que vous connaissez, la Fondation pour la Nature et l'Homme, FNE, donc toutes les grandes organisations qui travaillent sur les enjeux environnementaux, les Amis de la Terre également. Mais il y a aussi des organisations comme le Secours catholique qui travaillent sur plus les enjeux de précarité et en ce qui me concerne d'accès à la mobilité, et on trouve ça très complémentaire. Ça nous permet d'apporter un discours qui n'est pas seulement climat et qui articule les enjeux environnementaux avec les enjeux sociaux. C'est très important pour nous. Et aussi des organisations un petit peu plus spécialisées comme le CLER qui travaille sur les enjeux de rénovation thermique des bâtiments notamment. Donc fort de tout ça, nous, notre mission, c'est de produire de l'expertise et de faire du plaidoyer. Donc de faire de l'influence auprès des décideurs politiques pour qu'ils prennent mieux en compte les différents enjeux sociaux et environnementaux sur ces thématiques. Je disais, je suis très content d'être là parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est du lien entre les enjeux environnementaux et sociaux. C'est le but de l'AES, c'est ce qui a motivé la création de cette alliance. C'est aussi ce qui a motivé le rapprochement entre la CGT, Greenpeace et le réseau Action Climat sur les enjeux de transport. C'est-à-dire que nous, c'est des questions qu'on porte depuis longtemps, la question de la transition des mobilités, mais très souvent, typiquement sur les véhicules électriques, on nous opposait aux enjeux climatiques, les enjeux de préservation des emplois sur le territoire, les enjeux sociaux notamment. Alors les enjeux sociaux, ça, on a pu construire là-dessus des solutions, notamment grâce au Secours catholique. Sur les enjeux d'emploi, finalement, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment dans le scope des ONG environnementales. Et quand on s'est rapproché, quand la CGT nous a approchés pour traiter un petit peu ces questions-là. Alors, je ne dis pas qu'on n'y connaissait rien, on avait travaillé un petit peu avec la CFDT sur ces questions-là avant, mais en fait, on avait une vision qui était assez lointaine de ces enjeux-là, qui était souvent théorique et qui manquait souvent de concret, de terrain, ce que nous a notamment apporté la CGT. Je me souviens très bien de notre première réunion il y a 2 ans et demi, on est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds parce qu'en fait, tout simplement, on ne se connaissait pas. Et en fait, quand on se connaît pas, la vision qu'on a de l'autre, c'est souvent celle qui est un peu caricaturée via les médias, via d'autres débats, via plein de choses. Et je pense que le premier rapport qu'il y a eu à ce rapprochement, ça a été d'apprendre à se connaître. La CGT était en fait très consciente des enjeux environnementaux. Et nous, on était en fait pas si éloignés des enjeux sociaux que vous défendez. On a cheminé pendant 2 ans à se rapprocher, de mieux comprendre quels étaient les enjeux. Je vais vous donner un exemple peut-être un peu caricatural, mais assez concret. C'est-à-dire que nous, quand on parlait d'emploi, on disait oui, mais la transition écologique, c'est aussi vertueux, ça va créer des emplois. Prenez l'exemple des gigafactories dans le Nord, etc. C'est des choses qui sont vertueuses. Et Jean-Philippe m'a dit oui, mais les gigafactories dans le Nord, ça ne remplace pas les emplois des fonderies du Poitou. Parce qu'en fait, il y a cette réflexion absolument nécessaire. On parlait tout à l'heure de la nécessité d'avoir un cadre national, mais de réfléchir aussi à l'échelle d'un bassin d'emploi.
Alors, ça paraît sûrement évident pour beaucoup d'entre vous, ça ne l'était pas forcément pour nous, et c'est un des multiples enseignements qu'on a eu à travailler ensemble. Ça s'est concrétisé avec le Forum pour l'automobile qu'on a organisé à Montreuil en mai 2023. Merci. Et on a porté pour la première fois publiquement ces enjeux-là ensemble, de dire qu'en fait, il y a ce tableau noir qui a été décrit sur la mobilité. Je pourrais le prolonger un petit peu. Et après, on verra qu'il y a aussi des raisons d'être enthousiaste. Mais je vais le prolonger un petit peu. Sur le secteur automobile, c'est 100 000 emplois qui ont été détruits sur les 10 dernières années. Jean-Philippe, je te laisserai compléter. Voilà. Donc c'est absolument catastrophique. Sur les enjeux d'accès à la mobilité, Daphné en a très bien parlé, puis on a eu des témoignages très concrets, très prégnants, très concrets sur ces sujets-là. Un véhicule neuf, il y a 10 ans, ça coûtait en moyenne 20 000 euros. Aujourd'hui, un véhicule neuf, c'est 33 000 euros en moyenne. Donc ça, c'est une tendance très lourde qui s'observe sur le secteur automobile, qui éloigne les gens de l'achat des véhicules neufs, donc qui entraîne un vieillissement du parc, qui entraîne des temps de possession des véhicules qui sont de plus en plus longs, donc des véhicules de plus en plus vieux, de plus en plus émetteurs aussi en termes de polluants atmosphériques, etc. Et ce qui est essentiel, c'est de bien comprendre que tout ça, ce n'est pas un choix de la part des gens, c'est absolument subi. Et donc, nous, dans notre réflexion sur la transition des mobilités, et puis plus globalement sur la transition écologique, tout le monde doit faire des efforts, mais un, à la hauteur de sa responsabilité dans les émissions, et deux, à la hauteur de sa capacité à faire autrement. Et en fait, ça, c'est absolument essentiel parce que ça permet de sortir de ce qu'il y a un petit peu aujourd'hui, on va dire, d'injonctions contradictoires, on nous demande de faire autrement, mais on ne nous en donne pas les moyens. Et ça, c'est aussi ce qu'on a essayé de porter ensemble, c'est de dire que, alors c'est très bien de dire aux gens qu'il faut passer au véhicule électrique, mais déjà, quel véhicule électrique et qui en a les moyens ? François le disait en introduction, un véhicule à 35 000, 40 000, 50 000 euros. Concrètement, il y a deux types d'acteurs qui peuvent le faire. Des personnes, des ménages aisés et des entreprises. Aujourd'hui, le marché du neuf des véhicules, c'est 50%, donc ces ménages aisés qui sont capables de mettre de telles sommes dans un véhicule neuf, et 50% des entreprises. Et ça, on ne le sait pas souvent, mais en fait, le marché du neuf, il est principalement structuré par les entreprises. Et en fait, 85% des gens achètent leur véhicule sur le marché d'occasion, mais vous le savez sûrement. Donc, ça fait partie des sujets qu'on a voulu porter ensemble. C'est ce constat commun, de dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a une situation du secteur automobile qui va dans une impasse, que ce soit sur l'accès à la mobilité, que ce soit sur les émissions de gaz à effet de serre. Les véhicules particuliers, c'est 15% des émissions nationales, donc la moitié des émissions des transports, donc les 30%, c'est les véhicules particuliers. Et le véhicule électrique, aujourd'hui, ne suffit pas à enrayer cette dynamique. Pourquoi ? Là, c'est ce constat commun qu'on porte. On porte aussi une analyse partagée de d'où ça vient. Quelles sont les causes de la situation, de l'impasse dans laquelle se trouve le secteur automobile. Et c'est très clair de dire qu'aujourd'hui, cette situation, c'est le résultat de choix de la part des constructeurs qui ont décidé, il y a 5 ans, il y a 10 ans, de faire un changement stratégique, de s'orienter vers des véhicules premium, des véhicules haut de gamme, des SUV notamment, qui représentent aujourd'hui un véhicule sur deux vendu en France, contre 5% il y a 10 ans. Donc c'est un choix très clair de la part des constructeurs, qui étaient plutôt des constructeurs généralistes, comme Renault ou Stellantis, et qui maintenant ont voulu devenir des constructeurs premium. Donc avec l'augmentation des prix des véhicules neufs dont je vous ai parlé tout à l'heure, des délocalisations, des chasses au coût. Tavares s'en vante assez régulièrement d'être le roi de la chasse au coût. Et en fait, qu'est-ce que ça a entraîné ? Ça a entraîné une réduction des volumes, une augmentation des marges avec des résultats exceptionnels d'un point de vue purement financier de court terme de la part des constructeurs l'année dernière. Renault et Stellantis ont fait des dividendes records pour leurs actionnaires l'année dernière. Mais derrière ça, en fait, c'est toute une filière automobile qui tire la langue, des équipementiers qui ferment, etc. Et tout ça, Jean-Philippe en parlera beaucoup mieux que moi avec des exemples concrets, j'en suis sûr. Et donc, c'est des choix stratégiques des constructeurs qui nous amènent dans le mur aujourd'hui sur tous les éléments, tous les défis auxquels doit répondre la mobilité. La bonne nouvelle, c'est que si c'est des choix, c'est qu'on peut faire d'autres choix. C'est que ce n'est pas une fatalité. Et en fait, c'est ce qu'on a essayé de porter aujourd'hui, un constat commun, un constat partagé aussi sur les causes de la situation du secteur automobile et des solutions communes. François le disait en introduction, un petit véhicule électrique produit en France, abordable. Alors, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Ça doit faire partie d'une vision cohérente de l'évolution des mobilités. On en a énormément parlé sur comment faire évoluer la place de la voiture, donner tous les enjeux d'aménagement du territoire, redynamiser les lignes de desserte fine du territoire, etc. Tout ça a été très bien évoqué. Mais il y a derrière ça l'enjeu de la temporalité. C'est-à-dire que nous, ONG, acteurs des mobilités, on sait très bien dessiner
à quoi doit ressembler le système de transport parfait dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait entre-temps. Et pendant ce temps-là, la voiture va rester en mode de transport prédominant. Et donc, il y a un enjeu, alors déjà, à ce qu'elle joue son rôle dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais à ce qu'elle soit accessible et qu'elle soit aussi que ce soit une opportunité pour préserver les emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le constat commun qu'on a porté, c'est que ces destructions d'emplois sur le secteur automobile, ce n'est pas à cause de la transition écologique. Au contraire, c'est juste ces choix des constructeurs. Donc, ça veut dire qu'au contraire, la transition écologique, le passage vers l'électrique peut être une opportunité pour redynamiser les emplois sur les territoires, à condition que ce soit bien fait et il y a tout un panel de solutions qu'on peut apporter là-dessus, on pourra en reparler. Et je disais surtout, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix, donc d'autres choix peuvent être faits. Ce petit véhicule électrique produit sur le territoire. Pourquoi ? Parce qu'un petit véhicule électrique, c'est moins de matières premières, moins de métaux critiques. C'est un véhicule électrique qui est moins cher, qui est accessible. Un SUV, c'est en moyenne 20% plus cher qu'une citadine. C'est un véhicule qui est compétitif aussi d'un point de vue de la production. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous, notre analyse, ce n'est pas juste de l'idéologie de dire « il faudrait que, il y a qu'à faucon ». Non. Ces choix des constructeurs, on entend souvent Bruno Tavares dire « oui, mais produire un véhicule électrique en France, c'est impossible parce qu'en Chine, il y a 25% d'écart de coût du travail, de coût de fabrication d'un véhicule, etc. » Évidemment, personne ne pouvait challenger ça parce que c'est les chiffres des constructeurs qui sont tenus secrets. Donc, c'était « ah bon, on était obligé de prendre ça pour acquis » et les décideurs politiques prenaient ça pour acquis. Et en fait, deux organisations, l'Institut pour Mobilité en Transition et la Fondation pour la Nature et l'Homme, se sont dit on va quand même essayer d'aller voir plus loin avec un économiste qui s'appelle Bernard Julien et d'affiner un petit peu ces écarts de compétitivité. Et en fait, ils sont allés voir, ok, si on prend plus finement, si on compare le coût de production d'un véhicule en France, segment A, segment B, un petit véhicule électrique, par rapport à un véhicule qui est produit en Espagne, qui est produit en Slovaquie ou qui est produit en Chine. Quels sont vraiment ces écarts de compétitivité ? Et évidemment, ils étaient très loin des 25% qui étaient mis en avant par Stellantis. On était plutôt de l'ordre de 1 à 2% avec les autres pays européens et de 6% avec les constructeurs chinois. Donc, en fait, 6% d'écart de compétitivité, on sait faire. On sait très bien lutter contre ça. Ça peut être des droits de douane au niveau européen, c'est ce qui est en train d'être discuté aujourd'hui, pour faire un petit peu de protectionnisme, sachant que tous les autres gros constructeurs automobiles le font. Ça peut être aussi des normes écologiques, de dire, bah voilà, c'est ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui sur le bonus écologique, de dire un véhicule qui est produit à des milliers de kilomètres, ça répond à aucun de nos enjeux. Donc en fait, on va aider un petit peu plus des véhicules qui sont produits sur le territoire français ou sur le territoire européen. Et en fait, comme ça, assez simplement, on arrive largement à compenser un écart de 6%. Donc là aussi, on en revient en fait au fait que c'est juste un choix. Et si c'est un choix, c'est que d'autres choix peuvent être faits. Mais comment on fait pour qu'il y ait d'autres choix qui soient faits ? Déjà, il faut démontrer que c'est possible. C'est ce qu'on a essayé de faire ensemble. Et surtout, il faut rentrer dans ce rapport de force. Dans ce qui nous unit, il y a aussi cette culture de la lutte. Et ça, c'est quelque chose que aussi on a découvert ensemble. C'est que les modes opératoires peuvent changer, mais on a cette culture de la lutte, cet objectif de se fixer des buts de guerre pour essayer d'avancer ensemble et de construire ce rapport de force avec les constructeurs, avec les décideurs politiques, pour arriver à changer ces politiques de mobilité. Et je finirai là-dessus. Notre dernier haut fait, si je puis me permettre, c'était au moment du Mondial de l'Auto. Le Mondial de l'Auto, ça a lieu tous les 2 ans à Paris. C'est la grande messe des constructeurs automobiles qui mettent en avant à quel point ils sont géniaux, à quel point... Là, le thème de cette année, c'était la fête. La fête autour de l'automobile, réenchanter la voiture, etc. Réenchanter la voiture quand le véhicule électrique le plus accessible est à 30 000 euros, que le véhicule neuf en moyenne coûte 33 000 euros. Donc en fait, avec tous les enjeux de précarité liés à la mobilité qui ont été évoqués, 15 millions de personnes, etc., des prix du carburant qui explosent, plus de 33% en 5 ans. Réenchanter la mobilité pour qui ? En fait, pour une petite partie d'actionnaires des grands constructeurs automobiles. Donc nous, on a voulu essayer d'imposer un contre-narratif par rapport à tout ça. Et on a fait une conférence de presse commune avec la CGT, avec aussi la CFDT, Greenpeace, d'autres organisations comme la FNH, pour dire, en fait, c'est pas la fête pour tout le monde. Et si on veut vraiment que ce soit la fête, si on veut vraiment réenchanter la mobilité, il faut un autre modèle. Et ce modèle, il doit, sur l'automobile, s'articuler autour de ce petit véhicule électrique. Et aujourd'hui, ça avance dans le débat. On a donné un tableau qui était assez noir. Il y a des choses qui arrivent. Les constructeurs se sentent quand même de plus en plus obligés d'aborder cette question-là. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous en train de changer du tout au tout, mais ils sont quand même en train de prendre conscience que leur stratégie les amène dans le mur, et les décideurs politiques sont progressivement un petit peu en train de prendre conscience de ces enjeux-là. Et je pense qu'on a joué notre rôle là-dedans, et le fait d'avoir un discours commun entre syndicats et ONG sur ces questions-là, ça fait que, très concrètement, dans la roue de plaidoyer, quand je vois des décideurs politiques, ils me disent « oui, mais les emplois », je dis « bah, les emplois, moi,
je sais de quoi je parle, j'en ai parlé avec la CFDT, j'en ai parlé avec la CGT, parlez-en avec eux, parlons-en en commun. Vous ne pouvez pas nous opposer sur ces questions-là, on est d'accord. Et ça, c'est très fort en termes de rapport de force sur comment on change le narratif sur toutes ces questions-là. Et je finirai juste sur cette anecdote. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé ce travail-là, j'ai rencontré une députée européenne de droite, je ne vais pas la citer, mais on parlait des enjeux de transition du secteur automobile, et elle me dit « Ah mais oui, mais l'électrique, c'est destructeur d'emplois, etc. » Je disais « Mais vous avez parlé avec les syndicats pour parler de ça et pour parler des enjeux d'emploi ?» « Non, non, mais j'ai eu Renault au téléphone qui est très clair, passer au véhicule électrique, c'est dangereux pour les emplois. » Je dis « Oui, mais Renault, c'est pas eux qui vont vous apprendre des choses sur les emplois et sur quels sont les enjeux. C'est avec les syndicats qu'il faut parler. » Et en fait, il y avait vraiment cet enjeu-là de chacun de notre côté, on n'arrivait pas à être entendu. Et maintenant qu'on s'exprime ensemble, à travers l'AES, à travers des initiatives comme la nôtre, le rapport de force est en train de changer. Il faut continuer d'aller vers là, avec des alliances qui sont aussi de plus en plus grandes, des discours communs, des narratifs communs. Alors, il y a d'autres sujets, on va les porter différemment, mais en tout cas, sur le cadre, sur les enjeux, sur les objectifs, on est aligné. Et ça, c'est en train de changer le rapport de force sur ces questions-là. Bonjour à tous. D'abord, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui. Donc Jean-Philippe Juin, Fédération de la métallurgie CGT, en charge du collectif automobile. Donc nous, effectivement, on parle essentiellement d'automobile, mais on s'intéressait beaucoup aussi au rapport du Secours catholique, par exemple. Et on est conscient aussi que la mobilité en général, ça ne sera pas que l'automobile, et que le rapport à l'automobile, on le voit bien avec les jeunes déjà, est complètement chamboulé, et que c'est plus le rapport qu'on connaissait nous quand on avait 18 ans, où on voulait avoir le permis et la voiture pour pouvoir aller traîner. Maintenant, les jeunes, ils sont plus vraiment dans ce rapport-là, donc il faut qu'on évolue, évidemment. Ceci étant dit, comme nous, on s'occupe de l'automobile, il y a 2 ans, on s'est posé la question de savoir comment on allait passer le virage de la transition énergétique et le passage aux véhicules électriques. Et qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme vision sur l'automobile? Alors, pour 2 raisons. Pour répondre aux besoins de la population et pour aussi donner un peu d'optimisme dans les usines et à nos collègues, parce qu'aujourd'hui, il y a une casse sociale énorme dans l'automobile. Et ça ne date pas d'hier, puisque depuis 2008, on a perdu 114 000 emplois. Donc, c'est environ 40% des effectifs de la filière auto. Donc, on voit bien que l'électrique n'explique pas la casse sociale qui a eu lieu depuis plus de 10 ans. Mais elle accélère peut-être un peu le mouvement. Et nous, on a regardé donc qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et habituellement, ce qu'on fait à la CGT, c'est des assises de l'automobile, où on réunit tous les camarades de la CGT et on discute entre nous. Et bien souvent, ça reste dans la CGT, et ça, on a du mal à le faire sortir, parce que les médias ne s'intéressent pas forcément à nous, parce que les politiques disent « c'est encore la CGT, donc de toute façon, ils racontent que des conneries ». Et voilà, donc on a essayé d'élargir un peu le champ de vision, et on a invité donc les organisations écologistes, alors Greenpeace et Réseau Action Climat. Et comme l'a dit Pierre, la première réunion, on était... Alors eux, ils sont venus sur la pointe des pieds, et nous, on était derrière la table en se disant est-ce que la réunion va durer 5 minutes ou est-ce qu'elle durera 3 heures? Donc en fait, elle a duré 3 heures. Elle a duré 3 heures, non pas parce qu'on s'est écharpé, mais parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'a priori. Alors nous, on avait beaucoup d'a priori sur Greenpeace, par exemple, en disant Greenpeace, c'est des fouteurs de merde, et puis ils vont... Voilà, bon, et on s'est rendu compte que c'était pas ça. Et je pense que les organisations en face de nous avaient beaucoup d'a priori sur nous, et parce qu'ils pensaient qu'on pensait qu'au thermique et qu'on n'en avait rien à foutre de la planète. Donc au fond, c'est pas ça, et on s'est rendu compte on avait beaucoup de points communs et on défendait beaucoup de choses. La première chose que nous ont dit, c'est que ils étaient conscients que les travailleurs devaient être défendus et qu'on devait tout mettre en œuvre pour pas qu'il y ait de casse sociale, et que c'était pas le véhicule électrique qui pouvait justifier ça. Donc je vous ai dit qu'il y avait 114 emplois, donc 40% d'effectifs qui avaient été effacés en 15 ans. Alors la seule voiture sur les 10 voitures qui sont les plus vendues en France, il n'y en a qu'une qui est fabriquée en France, c'est la Peugeot 308. Toutes les autres sont fabriquées à l'étranger, y compris les petits modèles du segment B, donc la Clio, la 208, la C3, la Sandero. C'est les 4 voitures qui sont les plus vendues en France, et il n'y en a pas une qui est fabriquée en France.
Et pour autant, la filière automobile est très soutenue par l'État et les aides publiques, puisqu'elle a touché 5,8 milliards d'euros entre 2020 et 2022. Donc on peut se demander à quoi ça a servi. Et puis les prévisions, c'est qu'avec le nouveau contrat stratégie de filière qui a été signé dernièrement, donc l'objectif c'est 2 millions de véhicules électriques produits en France à l'horizon 2030. Alors on sait pertinemment que ça ne se fera pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura 5 milliards d'euros d'aide publique à nouveau de mise sur la table pour les constructeurs automobiles. Donc nous, on a regardé quel était le besoin de la population avec Pierre et avec François. Et on a regardé, on se dit qu'il y a 80% des trajets qui peuvent être effectués avec un petit véhicule électrique abordable. Alors quand je dis petit véhicule électrique, c'est pas un véhicule low cost, hein, c'est pas une poubelle, c'est vraiment la voiture moderne qui peut avoir tous les équipements modernes d'une grosse voiture, mais par contre avec une batterie moins puissante qui permet de faire environ 200 km et que vous pouvez recharger tous les jours chez vous. Et puis là où on a un désaccord, mais c'est normal qu'on ne soit pas d'accord sur tout, c'est que nous, on pense qu'il y a aussi besoin d'avoir encore le mix énergétique et que des véhicules thermiques peuvent encore avoir leur place dans le mix énergétique. Voilà donc nous ce qu'on a travaillé. Donc ça s'est conclu par quoi? On a fait un forum de l'automobile au mois de mai 2023 où on a exposé nos positions en public à la Fédération de la métallurgie. Évidemment, donc maintenant, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'aller propager un peu cette parole dans les usines, de dire qu'il y a une autre vision de l'automobile qu'on peut défendre et qui peut être à la fois, qui peut servir pour l'écologie, mais qui peut servir aussi pour les emplois et maintenir les emplois en France. Alors, évidemment, cette voiture électrique, elle doit être fabriquée en France. Sinon, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, Renault annonce clairement la Twingo électrique à moins de 20 000 euros. Ça correspond à peu près à ce qu'on défend comme modèle. Sauf que ce modèle-là, il va être fabriqué en Chine. Et même la recherche et développement a été délocalisée en Chine. Donc, pour éviter d'avoir les taxes, ils vont bien sûr l'assembler en Europe. Mais toutes les pièces viendront de Chine. Et ce que fait Stellantis avec le contrat avec Leapmotor, le constructeur chinois, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré une petite voiture des Chinois qui vont aller assembler en Pologne. Et ça permet de contourner les taxes. Donc il y a encore du travail à faire là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on défende encore ce modèle-là. Et puis après, à la CGT, on réfléchit aussi à la mobilité. Et la semaine dernière, on avait une journée d'études sur la mobilité en général, avec toutes les fédérations concernées par le transport. Et puis, on a aussi une vision sur l'industrie et l'environnement, comment on adapte notre industrie pour qu'on améliore en tout cas notre score environnemental. Alors aujourd'hui, la seule façon d'adapter, moi par exemple, j'étais fondeur à Fonderie du Poitou, qui a fermé il y a 2 ans. Là, elle pollue plus parce qu'elle est fermée. Par contre, je peux vous garantir que ça pollue très bien en Turquie, parce que les pièces qu'on faisait nous, elles sont faites en Turquie avec un moins-disant social et un moins-disant environnemental, qui fait qu'au final, les gens qui travaillent dans cette usine sont payés moins cher que nous, évidemment. Ils ont des contrats sociaux qui sont beaucoup moins bons que les nôtres. Et puis, en contrepartie, il y a un contrat environnemental qui est encore beaucoup moins bon, puisque là-bas, on se fiche pas mal de savoir si on pollue la rivière d'à côté ou pas. Voilà, merci.